On va quitter maintenant le domaine de l'énergie, mais sans le quitter tout à fait, vous verrez. Avant l'entracte et en guise de mise en bouche, on va parler nourriture. Comment on fait dans un pays comme la Suisse, où seuls 52% de ce qu'on mange est produit chez nous? Comment on fait dans un pays où le nombre d'exploitations agricoles est en diminution, alors même que la population pourrait prochainement atteindre les 10 millions d'habitants? Quel rôle auront les énergies fossiles dans cet approvisionnement alimentaire? C'est toutes les questions que l'on va aborder avec notre prochaine invitée. Elle est paysanne de formation, elle a travaillé pour la Confédération, pour McDonald's aussi. Elle a dirigé l'Institut agricole de Grangeneuve. Aujourd'hui, elle fait partie de la direction élargie de FENACO et chapeaute la Suisse romande. Bienvenue à Geneviève Gassman. Ça a été dit en introduction, il y a de moins en moins d'agriculteurs. On a aussi entendu, il y a de plus en plus d'habitants. Sacré défi, 10 millions d'habitants, est-ce que ça doit faire peur ? Est-ce que ce sont des perspectives d'avenir? En tout cas, moi je sais que chaque jour j'ai de la peine à recruter en termes de compétences, en termes d'engagement. Donc c'est un défi pour toutes les entreprises actuellement en Suisse. On a une économie qui fonctionne. Donc la population, elle va probablement continuer à croître, en tout cas jusqu'à ces 10 millions. Et c'est des gens qui, tous les jours, mangent. OK, on peut manger 2 fois, 3 fois par jour ou plus, mais tous les jours mangent et il faut assurer qu'ils puissent avoir accès à cette nourriture. Une nourriture non seulement à disposition, mais également saine et, si possible, sans trop d'impact sur l'environnement. En général, quand on est dans une entreprise, on a des exercices qui sont toujours donnés. C'est avoir une vision, créer une mission, et puis après une stratégie, les mesures, etc. Vous connaissez tous et toutes cet élément. Les agriculteurs et les agricultrices, eux, si on leur demande quelle est leur mission, ils disent « nourrir le monde ». Et ils ont une chance, ou pas, ça c'est à voir, que leur mission est inscrite dans la Constitution. Dans ces 2 articles, l'article 104 et le 104A, il y a les éléments de développement durable. OK. Aussi le marché. Il y a la sécurité, on en a parlé. Il y a la conservation des ressources, on y reviendra. Une occupation décentralisée du territoire et une adaptation aux conditions locales. En résumé, c'est les éléments de la mission qui est donnée, qui est confiée dans les mains des familles paysannes de Suisse. Ces familles paysannes, globalement encore en Suisse, c'est le modèle assez traditionnel. Ce sont des entreprises agricoles tournées vers la polyculture, l'élevage. Ce sont des gens qui se lèvent très tôt, qui se couchent très tard, en général 7 jours sur 7. Les vacances, ça existe, mais c'est assez rare. Ce sont des gens, et surtout la nouvelle génération, qui aspirent à une vie un peu plus normale, un peu plus similaire à celle des amis qui ne sont pas dans ce milieu, et qui espèrent aussi connaître une certaine stabilité pour croître. Je crois que c'est le rêve de la plupart des entrepreneurs de ce pays. Mais ces agriculteurs et ces agricultrices, ils sont dans un système, le système agroalimentaire, qui est complexe, on y reviendra. Ils sont en face de consommatrices et de consommateurs, qui eux aussi ont besoin tous les jours de manger, c'est certes, mais qui ont aussi des attentes différentes, des besoins différents, et souvent et actuellement d'autant plus, des ressources différentes, qu'ils doivent faire face à l'augmentation du prix de la vie, faire face à des situations assez angoissantes. Et là-dedans, ils doivent penser à se nourrir, mais ce n'est des fois pas leur première préoccupation consciente. Ils le font parce qu'ils ont faim, mais ils n'y pensent pas trop. À côté, il y a la politique publique. Claude Belair l'a déjà cité en introduction. Il y a beaucoup de gens qui s'occupent des agriculteurs et des agricultrices en Suisse. Ça fait plus de 30 ans qu'on leur dit comment faire, et même certains et certaines aimeraient pouvoir leur imposer, par exemple, quelle est la distance que l'on doit mettre entre 2 lignes de semis de blé. Donc beaucoup de gens qui, peut-être parce qu'ils ont rêvé toute leur enfance de devenir agriculteurs ou agricultrices, le font, mais sous forme de lois et d'ordonnances.
Derrière, il y a l'économie de la Suisse, l'économie mondiale, avec tous les crashs et l'instabilité que l'on connaît. Et c'est vrai qu'en Suisse, une économie forte, une économie de créateurs, une économie d'entreprises qui exportent, ben souvent les paysans et les paysannes, ils ont l'impression d'être un peu la monnaie d'échange. On apporte un peu plus de fromage, tu produiras un peu moins de gruyère, et ainsi on pourra exporter nos composants. Ça fait partie du deal. Pas toujours facile à entendre, et surtout, ça a des conséquences immédiates sur le porte-monnaie des familles paysannes. L'économie mondiale aussi, parfois, ça fait peur. Parce qu'en tant qu'agricultrice et agriculteur, on n'a pas du tout le sentiment d'avoir un quelconque pouvoir là-dedans. Et enfin, il y a les limites planétaires. Le professeur avant Pütgen en a parlé. Ces limites planétaires, l'agriculteur et l'agricultrice, ils en sont conscients tous les jours. S'il n'y a pas d'eau, s'il y a de nouvelles maladies, de nouveaux insectes qui arrivent, si leur terre n'est plus capable de produire ce qu'elle doit pour nourrir le monde. Avec tout ça, globalement, actuellement, la moyenne d'autosuffisance est de 52%. C'est-à-dire que les environ 50 000 exploitations agricoles qui restent en Suisse produisent 52% des calories ingurgitées en Suisse. Est-ce beaucoup, est-ce peu? Difficile à dire. Mais on voit aussi qu'il y a des grandes différences. C'est clair que dans un pays d'herbage, la production animale est très importante. Le lait, la viande. Dans d'autres domaines, on est nettement tributaire de l'étranger. Alors vous allez me dire, il y a peut-être des domaines, c'est plus de l'ordre du plaisir que de la nécessité. Mais que serait la vie sans plaisir? Et la Suisse, c'est beaucoup de monde, on a dit 10 millions, et c'est un petit territoire. Et sur ce territoire, il n'y a que 36% des surfaces où l'on peut produire quelque chose à manger. Et que dire de la dépendance énergétique? On vient d'entendre le professeur Pütgen, il va falloir se bouger. L'agriculture aussi, elle est très dépendante de ces énergies fossiles. Actuellement, c'est de l'ordre de 80%. Donc il y a guère que... de 80, plus. C'est 6% de la consommation énergétique et c'est 80% d'énergie fossile. Donc il y a bien entendu les tracteurs, il y a les machines, il y a les chauffages dans les halles d'engraissement, il y a tout le stockage derrière nécessaire à ce que vous trouviez des aliments au supermarché dès l'ouverture des portes. Mais il y a aussi de manière indirecte, avec notamment l'importation des fourrages nécessaires, parce qu'on n'en produit pas assez en Suisse, et puis bien entendu les engrais azotés, qui sont aussi issus de l'énergie fossile. Donc la transition énergétique dans le monde agricole, c'est un sujet. Et c'est un sujet dont les agriculteurs sont conscients. Ils sont engagés depuis longtemps dans la transition. Ils essayent de mettre des panneaux photovoltaïques partout sur leur toit. C'est vrai, ils ont souvent des grands toits. Ils essayent de faire des biogaz. Mais là aussi, souvent, c'est difficile d'en construire. Souvent, il y a des opposants. On veut bien du biogaz, c'est super, c'est génial, mais pas là, pas juste à côté de chez moi. Puis vos panneaux solaires, si votre écurie, elle brûle, ça arrive, hein, les écuries brûlent, je vais en retrouver dans mon champ, et surtout dans mon jardin. Donc on ne veut pas, on s'oppose, on dit non. Souvent, on parle de sécurité alimentaire, mais en fait, un pays, il peut être 100% sécuritaire au niveau alimentation sans produire rien du tout. C'est possible. Parce que la sécurité, dans un pays ou dans une planète libre, avec des libres marchés, avec pas trop de guerres et de conflits, c'est avoir la disponibilité aux aliments, que ces aliments sont facilement accès, qu'ils sont sûrs, c'est-à-dire quand on ouvre une conserve, on est certain de ne pas mourir de botulisme quelques jours plus tard. Des utilisations très simples et une stabilité du système. Ça ne veut pas dire encore que l'on doit produire en Suisse. Donc l'autre notion, c'est la souveraineté. Et là, c'est s'assurer qu'on a accès à des terres fertiles avec des ressources nécessaires en eau, en énergie,
pour pouvoir produire de l'alimentation, c'est un point. Le deuxième point, il est très important, et ça, je pense qu'en Suisse, on peut s'enorgueillir d'avoir des très bonnes écoles d'agriculture. On a des agriculteurs et des agricultrices très bien formés. Puis derrière, il faut des chaînes de valeur très stables. Ah oui, la stabilité. Voilà le point commun entre la sécurité alimentaire et la souveraineté alimentaire. Il faut des systèmes stables. Alors, en termes de stabilité, on ne va pas dire que la stabilité est la norme ces dernières années. Durant le Covid, c'était pas mal. Hein. Vous vous rappelez, les frontières fermées. Les 13 à 15 milliards que les Suisses dépensent à l'étranger en allant faire leurs achats sur France, sur l'Italie, sur l'Allemagne, l'Autriche, ceux-là, ils sont revenus en Suisse. Et comme les gens avaient du temps, ils étaient à la maison, ils n'avaient pas tous ces trajets pour aller au bureau, ils ont eu du temps de découvrir les fermes, les magasins, les circuits courts. C'était fantastique. C'est vrai. Et ça a un boom. Et on y a tous cru, en tout cas dans le monde agricole. On n'y croit plus. Parce qu'actuellement, les Suisses dépensent plus à l'étranger pour l'alimentation qu'en 2019. C'est fini. C'était chouette. On a bien rigolé, mais c'est fini. Attaque de l'Ukraine, l'énergie, vous avez vu la dépendance, là aussi. Wow. Puis les chaînes de valeur là-dedans. Durant le Covid, en Suisse, je crois qu'on n'a jamais eu peur de ne pas avoir à manger. Par contre, on avait des problèmes très concrets. Chez nous, on n'avait pas de pneus d'hiver. C'est difficile d'amener l'aliment pour les vaches sans camion avec des pneus d'hiver quand il faut monter aux ormeaux. C'est difficile d'amener de l'alimentation dans les magasins en ville, dans une ville comme Lausanne, quand ça patine, sans pneus d'hiver. Voilà, ça c'est des situations concrètes. Et on voit qu'on a des chaînes agroalimentaires. On parle des circuits courts, mais ce n'est pas la réalité. La réalité, que pour que vous ayez tous les jours à manger dans votre assiette, c'est nettement plus complexe et ça demande des infrastructures, des marchandises, des compétences du monde entier. Les ruptures de chaîne d'approvisionnement, des magasins vides, c'est quelque chose qu'on ne connaît plus. On peut aller 1 heure avant la fermeture des magasins le week-end, c'est plein. Et on sait pourquoi c'est plein. C'est parce qu'un magasin vide, comme un restaurant vide, ça ne donne pas envie d'acheter. Donc c'est plein. On a cette habitude et c'est très impactant de voir des rayons vides. Plus de mondialisation, 52%, ça veut dire que 48% on importe. Damned, est-ce qu'on aura un petit problème à ce niveau-là? De quoi va-t-on devoir se passer? Et puis il y a tout l'aspect spéculation. Les matières premières alimentaires sont des objets de la bourse, comme d'autres matières premières, et il y a beaucoup de gens qui se font beaucoup d'argent depuis 2 ans. Bon, on va laisser ce côté très noir, on va partir vers demain. Des pistes. Étrangement, elles ressemblent pas mal à celles présentées par le professeur Pöttgen. Ce n'est pas le hasard. Je pense qu'un premier élément, c'est la robustesse. Beaucoup parlent de la résilience, mais moi je préfère la robustesse, parce que la robustesse, ça veut dire être prêt aux crises. Ça ne veut pas dire ouf, tout tombe et on se relève. Non, d'être robuste, c'est être agile et puis savoir utiliser les opportunités et savoir continuer son chemin à travers l'instabilité. Alors là aussi, on a des belles écoles, on a aussi des centres de recherche, notamment Agroscope, qui font un excellent travail. Et les agriculteurs aussi, c'est leur quotidien. Tous les jours, ils se disent qu'est-ce que je vais semer l'été prochain, l'automne prochain, quelle variété? Quelles sont les variétés qui vont m'assurer un rendement, qui vont aussi me permettre de diminuer mon travail, mais aussi le fait de venir sur les champs avec des produits phytosanitaires, qu'ils soient autorisés en agriculture biologique ou pas, par des choix d'animaux qui savent mettre en valeur notre patrimoine, à savoir l'herbe. L'herbe, c'est vraiment, ça fait partie de notre richesse, l'herbe, et aussi les coproduits. Parce que la population suisse, elle mange beaucoup, elle aime les aliments raffinés, fabriqués, transformés, et tout ça génère énormément ce qu'on pourrait appeler des déchets alimentaires, mais qui sont en fait des coproduits de très grande valeur. Et en Suisse, on a un champion absolu du upcycling, un mot très à la mode, le upcycling. On a un champion absolu, et en plus, on est extrêmement performant dans son élevage
c'est le porc. Le porc, c'est une richesse incroyable. Et on est excellent dans cet élevage, donc il ne faut pas se passer de ce genre de production en Suisse, parce que c'est de la richesse. Sans compter les déchets de ces animaux, les fumiers, le lisier, qui sont de l'or pour nos terres. Après, il faut des nouvelles techniques de sélection. Par exemple, le CRISPR-Cas. Et là, j'appelle les politiques et également les citoyens et citoyennes de ce pays d'avoir un esprit ouvert envers ces nouvelles technologies. De ne pas dire non, c'était quoi la question? Parce qu'elles nous permettront de faire des avancées phénoménales pour trouver des plantes comme des animaux plus résistants à ce qui nous arrive dessus. Et ça nous arrive dessus. D'autres éléments, c'est de soutenir les solutions alternatives à la lutte chimique. C'est pas très sexy, la lutte chimique. C'est embêtant. Puis c'est aussi une très grande dépendance aux énergies fossiles, parce qu'à la base, il y a souvent du pétrole. C'est des machines et des équipements, c'est des organismes vivants. On va chercher quel est l'insecte, quel est le champignon qui va avoir une influence positive en combattant les ennemis de nos cultures. Des itinéraires techniques préservant les ressources, le sol et l'eau en particulier. Toujours le sol, toujours l'eau. Il faut investir. Oui, il faut investir, mesdames, messieurs. Investir dans tout ce qu'on appelle les avantages précompétitifs de la production agricole. Il faut pour que les agriculteurs puissent arriver dans leurs champs de manière simple. Il faut qu'ils puissent arroser leurs plantes de manière efficace. Il faut aussi qu'on puisse prendre en charge cette production, la stocker pour ne pas perdre une miette de la qualité du produit qui rentre dans nos silos, dans nos frigos. Et il faut de l'énergie. De l'énergie, oui. De l'énergie, absolument, il faut pouvoir en produire en zone agricole, comme en zone industrielle, comme dans nos villes. Il faut produire et il faut pouvoir la stocker. Il faut coopérer avec la recherche nationale et internationale, avec les entreprises, les start-up, les vraies, celles qui ont vraiment des idées, pas les nomades, celles qui arrivent avec des idées, des solutions. Il faut les aider à monter le level up, cette partie tellement difficile pour elles. Mais surtout avec les agriculteurs et les agricultrices, qui sont, eux, tous les jours à l'écurie, tous les jours dans les champs, qui connaissent leur métier, ils sont bien formés, ils ont de l'expérience. Ils ont envie de transmettre des terres à leurs enfants plus tard. Avec les consommateurs et les consommatrices, bien entendu, parce que sans eux, on ne peut rien faire. Chaque fois que vous mangez, c'est un acte politique, c'est un acte citoyen, c'est un acte décisionnel dans quelle sera la stratégie alimentaire de demain. Puis avec les institutions, bien entendu, avec les villes, les régions qui veulent aussi retrouver une certaine autonomie dans leur stratégie alimentaire. Pour terminer, mon message, c'est quoi? Je vous invite à partager. Vous consommateurs, vous entrepreneurs, vous citoyens, vous agriculteurs et agricultrices. Partagez les risques, parce que ce ne sera pas sans risque, c'est sûr. L'instabilité est devenue la norme. Il va falloir oser prendre des risques. Il faudra aussi assumer les responsabilités. Chacun de nous, tout au long de la chaîne de valeur, en amont comme en aval, jusqu'au consommateur et à la consommatrice. Il faudra assumer sa part de responsabilité. On va trouver des solutions ensemble. Tout seul, on oublie. Et ainsi, on pourra partager les bénéfices. Donc, je vous invite à vous engager. Et je terminerai par ça. C'est que l'engagement, ça veut pas dire que faire bien tous les jours, c'est pas possible. On n'est pas des robots. C'est faire consciemment le mieux qu'on peut. Merci. Merci Geneviève Gassmann. J'ai envie de vous poser une question. Là, vous avez fini sur l'engagement, sur la responsabilité du citoyen. Le consommateur, aujourd'hui, il y a de plus en plus de charges qui pèsent sur son budget. L'inflation, on a les prix de vie qui ont augmenté. Est-ce que c'est finalement à lui de porter cette responsabilité aujourd'hui? Alors, non, mais de la co-porter, oui. Nous sommes tous co-responsables. Par contre, je peux tout à fait imaginer que ce n'est pas sa priorité tout le temps. Et surtout, il n'a pas le temps. Il n'a pas le temps parce qu'il y a tellement d'autres choses à faire dans sa vie de tous les jours que la nourriture, qui est toujours là en suffisance, il n'y a pas besoin de se poser trop de questions.
Si on avait moins, peut-être que là, l'itinéraire pour s'alimenter deviendrait plus complexe. Mais finalement, qu'on soit producteur ou consommateur, donc à chaque bout de la terre à la table, on a besoin de soutien, ça c'est sûr, qu'ils viennent d'institutions, de l'État ou des partenaires du privé, on a besoin de soutien. On a besoin d'informations. Ouais, je pense qu'une certaine transparence dans la chaîne de valeur de l'alimentation est nécessaire. On a besoin de confiance les uns et les autres. Et on a besoin de liberté aussi. De liberté. Liberté de produire d'un côté, liberté de consommer de l'autre. Je crois que ça, c'est important. Et on a besoin de dialogue. Donc non, ils n'ont pas la responsabilité, mais ils participent à la solution, comme le producteur, comme tous les autres acteurs. Vous avez parlé de transparence sur la chaîne de production alimentaire. Aujourd'hui, elle manque, cette transparence? Je pense qu'il n'y a pas une volonté de ne pas être transparent, c'est pas ça. Mais on est un tout petit pays, un tout petit territoire avec très peu d'acteurs. Donc la notion de transparence, elle ne peut pas être imposée qu'à une partie de cette chaîne. On va dire, ah, les agriculteurs, vous devez être transparents. Dieu sait qu'ils le sont, avec tous les formulaires administratifs qu'ils doivent remplir chaque jour. Le consommateur, il ne doit pas noter tous les jours ce qu'il doit manger. Mais il faut que sur cette chaîne, dans tous ces acteurs, on se dise, OK, un certain niveau de transparence, il faut. Est-ce que l'État doit intervenir pour que ça devienne? Je ne suis pas fan, hein, vous m'avez bien compris. Il reste que si ça ne se fait pas, ça va venir très compliqué. Et moi, tous les jours, je vois des agriculteurs qui se posent la question, est-ce que je vais continuer? Des consommateurs qui se disent, de toute façon, ça ne va rien changer, ce que je fais. Donc, il y a une certaine démotivation. Donc, c'est plutôt leur redonner envie de participer. Et je ne crois pas que ce soit les lois qui donnent envie. Il faut trouver certainement d'autres solutions pour ça. Vous avez parlé avant, avec des étoiles dans les yeux, de cette période du Covid où les consommateurs venaient à la ferme, où les consommateurs venaient sur votre exploitation aussi, discuter avec vous, venaient consommer en Suisse, chose qu'ils faisaient peut-être moins avant et qui font moins de nouveau maintenant. Ouais. Vous y croyez à un retour, sans pour autant avoir une pandémie, hein, si possible, à une situation pareille? Non, et je ne suis pas sûre que ce soit pertinent non plus, à ce niveau-là. Un peu plus qu'actuellement, ce serait bien. Mais de nouveau, c'est une question de temps, avant tout. Le temps, l'argent, enfin, vous voyez comment. Les agriculteurs avaient aussi peut-être plus de temps pour expliquer. Durant cette pandémie du Covid, il y avait moins de séances à Berne, par exemple. Donc, il faut se donner les moyens. Mais je pense qu'il y a maintenant, avec la digitalisation notamment, il y a des moyens d'information qui sont assez simples, assez rapides, qu'on peut développer et puis qui peut permettre ce dialogue. Et une journée comme aujourd'hui, c'est exactement ça. On est là de plusieurs milieux, on est tous consommateurs, parce que ça c'est sûr, c'est notre point commun, mais on est de plusieurs milieux et ça permet d'initier ce dialogue. Donc non, il n'y a pas un monde idéal. Et ça ne veut pas dire non plus qu'on doit être à 100% d'approvisionnement suisse, ce ne serait pas très pertinent sur certains produits, probablement. Par contre, en discutant, on peut vraiment se mettre ensemble, d'avoir une stratégie commune, sans que quelqu'un le décide de tout en haut. Ça, j'y crois pas non plus. Donc, dialogue et encore dialogue. Dialogue, très bien. Merci beaucoup. Merci Geneviève Gassmann.